CAIA. Avec moi des CAIA, deux invités, professeur Jean Goulet, détenteur d'un PhD, professeur associé à l'UQAM, École des sciences de gestion, département d'études urbaines et touristiques, et professeur Paul Martellois, lui aussi détenteur d'un PhD du département des sciences économiques. Le prétexte de leur passage ici, c'est leur intervention dans le cadre du programme de recherche dans le champ de l'urbanisation financé par l'Union européenne en partenariat avec des universités haïtiennes. Et ces experts vont cogiter sur la métropole de Port-au-Prince, perspective d'évolution et de développement à moyen et long terme. Monsieur, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Bien, content de vous avoir. À côté de vous, il y a votre collègue de l'UQAM, c'est le professeur Jean Goulet, lui aussi détenteur d'un PhD qui travaille, lui, dans le département d'études urbaines et touristiques. Content de vous avoir. Le prétexte de votre passage ici, c'est que vous intervenez dans le cadre d'un programme de recherche dans le champ de l'urbain qui est financé par l'Union européenne et vous intervenez sur la métropole de Port-au-Prince, les perspectives d'évolution et de développement à moyen et long terme. Mais avant de rentrer dans tout ça, quelle est d'abord, professeur Paul Martellois, votre expérience avec Haïti? Mon expérience, je suis venu pour la première fois en Haïti en janvier 1990. Alors, les gens se souviendront qu'il y avait beaucoup d'espoir qui n'ont pas tous été comblés, je dirais, dans les années suivantes. Mais j'ai surtout participé à des projets académiques avec des institutions universitaires. D'abord le CTPEA, où a été implantée une maîtrise en développement urbain et régional. Et les premiers cours se sont donnés, je me souviens très bien, en janvier 1998. Auparavant, il y avait eu des projets de recherche qui avaient été menés avec les chercheurs du CTPEA. Et par la suite, d'autres projets académiques avec l'Université Quisqueya, par exemple. Donc une longue expérience d'Haïti, des amitiés aussi, des réseaux... Des amitiés, et dans le fond, c'est ce qui fait que dans le projet actuel, nous sommes 5 ou 6... chercheurs du Nord, mais nous avons 15 homologues haïtiens qui sont des intellectuels de haut niveau et qui sont aussi des amis. Et c'est tant mieux. Professeur Goulet, oui. Votre expérience avec Haïti? En fait, je suis arrivé en Haïti pour la première fois en juin 1999 à l'invitation du groupe interuniversitaire de Montréal pour donner un cours dans le cadre de la maîtrise en développement urbain et régional au CTPEA. Je suis revenu régulièrement après pour continuer à donner de la formation, également à l'Université Quisqueya, dans différents programmes de maîtrise en gestion, entre autres. Et j'ai, à partir de 2000, entrepris un doctorat sur l'organisation des services urbains spontanés dans les quartiers précaires de Port-au-Prince. J'ai vécu et je me suis promené pendant plusieurs mois dans plusieurs bidonvilles, quartiers précaires dans l'aire métropolitaine. Et j'ai déposé mon doctorat en 2006. Et après ça, on a continué avec mes collègues dans des programmes de partenariat universitaire avec l'Université Quisqueya et maintenant avec un projet de recherche conjoint avec l'Union européenne sur l'avenir de la métropole de Port-au-Prince. Donc une longue expérience d'Haïti, des réseaux et surtout la volonté de travailler avec des académiques haïtiens. Pour nos téléspectateurs, en quoi consiste ce programme de recherche dans le champ de l'urbanisation que finance l'Union européenne? Le projet cherche à dresser un tableau de ce que sera Port-au-Prince comme métropole en l'an 2030, à différents points de vue. Par exemple, sur le plan économique, sur le plan de la gouvernance, de l'habitat et des infrastructures. C'est ça que nous cherchons à faire. Dans un cadre encore un peu plus précis, je dirais que le séisme de 2010 en Haïti a mis en évidence la réalité en Haïti et a attiré beaucoup d'intervenants étrangers qui, autrefois, n'intervenaient pas nécessairement dans le champ de l'urbain. Il n'y avait pas beaucoup d'organismes, d'ONG qui s'intéressaient au monde urbain. Et avec le séisme, il y avait un processus qui s'était amorcé en Haïti depuis déjà quand même quelques décennies, mais qui
non seulement qui s'était amorcé, mais qui prenait de la rapidité, c'est le processus d'urbanisation. C'est la croissance exponentielle des villes, la déstructuration du monde rural, du monde agricole, la migration rurale vers les villes et une croissance effrénée qui dépasse la capacité d'accueil que l'État haïtien, que les communes, que les organisations étatiques peuvent mettre en place. Quelle méthodologie est-ce que vous allez utiliser, le produit de ces travaux de recherche? Quand est-ce que vous allez les restituer? Bon, il y a plusieurs études qui sont en cours. Il y en a une en particulier qui s'appuie sur une enquête qui est importante là, et qui relève les points de vue des Haïtiens sur le devenir de la métropole. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le portrait qu'on veut tracer, qu'on va tracer, c'est à partir du point de vue des Haïtiens. S'ajoute évidemment à ça une revue de la littérature. Il n'y a jamais eu autant d'études, de documents, de rapports disponibles sur Port-au-Prince que depuis le séisme. Il y a un paquet d'organisations qui ont réalisé toutes sortes d'études. On essaie de faire une mise en forme de tous ces documents-là. Et également, on s'attache à 4 thèmes principaux: la métropolisation, la gouvernance, l'habitat et les infrastructures. C'est à travers l'évolution de ces 4 thèmes-là et à travers l'analyse de ces 4 thèmes-là qu'on essaie de déterminer que serait le devenir de Port-au-Prince. Par exemple, c'est avec des études très formelles, comme la démographie. Hein? Donc, on a révisé l'ensemble des projections démographiques de l'ère métropolitaine. Quelles sont les tendances pour la croissance, tant au niveau macroéconomique qu'au niveau microéconomique, et ainsi de suite. Donc, vous allez donner des clés. Mais d'abord, si vous permettez, thématique par thématique, la métropolisation, qu'est-ce que vous entendez par métropolisation? Les urbanistes appellent la tâche urbaine. En fait, c'est si on regarde une carte et qu'on essaie de situer les densités, on voit que l'espace occupé par Port-au-Prince ou l'aire élargie de Port-au-Prince s'élargit d'année en année. Alors, il y a des cartes qui sont très parlantes là-dessus. Dans l'horizon 2030, ce qu'on prévoit, c'est que l'aire métropolitaine de Port-au-Prince va aller de Léogâne jusqu'à Cabaret, et avec une forte densité. Nous parlons là de quelle superficie? On parle d'au-delà d'environ 350 km², qui va probablement continuer à prendre de l'expansion, mais surtout, on va vivre un processus de densification. Actuellement, dans l'aire métropolitaine élargie qui part de Canaan jusqu'à Léogâne, donc dans un tissu bâti sans discontinuité, on estime qu'on est environ à 4 millions d'habitants dans cette... 4 millions? 4 millions, actuellement, au moment où on se parle aujourd'hui. Et on s'en va inévitablement vers 5 millions d'habitants, ce qui va représenter 40 de la population haïtienne en 2030, qui va être concentrée dans l'aire métropolitaine. Si on fait le ratio par rapport à la superficie d'Haïti, c'est 27 000 km². Avoir autant de monde sur 300 ou 350 ou 400 km², c'est une forte concentration de population. Cependant, il faut bien comprendre que le taux d'urbanisation dont parlait M. Goulet, 40 en 2030, c'est loin d'être inédit. Il y a beaucoup de pays ou de régions où on a des ratios qui sont les mêmes. Et en fait, Haïti, actuellement, n'est pas un pays qui est très urbanisé. Il l'est bien plus qu'il y a 10 ans, 20 ans. Et c'est un phénomène qui est quand même important. Mais il reste que l'urbanisation n'est pas encore au niveau de bien des pays d'Amérique latine, par exemple. Maintenant, l'autre thématique d'étude, c'est la gouvernance. Oui. C'est un point très important. En Haïti, ces 3 dernières décennies, on a constaté un affaiblissement des pouvoirs publics. On a même utilisé le concept État failli pour Haïti. Au même moment, on a aussi observé une déliquescence des collectivités territoriales, des faiblesses en termes d'intercommunalité, et des faiblesses tout simplement des communes. Quand vous allez réfléchir sur la gouvernance, est-ce que ces 2 aspects-là vont être pris en compte dans vos recherches? En fait, c'est le domaine de M. Goulet. Moi, je pourrais vous parler tout à l'heure, si vous voulez bien, plus de l'économie et de l'informalité. Au niveau de la gouvernance, oui, bon, on constate
je dirais de façon caricaturale un peu, puis les Haïtiens nous le confirment, l'État haïtien est un État très centralisé, un État unitaire, et la Constitution, elle se veut favorable à la décentralisation, mais il y a beaucoup d'éléments qui n'ont jamais été mis en place. On n'a pas, par exemple, d'assemblée départementale. Les communes existent, mais leur pouvoir est mal défini, elles ont peu de ressources. Les CASEC sont prévus dans la Constitution, on vient de procéder à leur élection. Donc, il y a tout un système à remettre en force pour s'assurer que les institutions qui sont le plus près du milieu soient efficaces. D'autre part, Port-au-Prince a une caractéristique que d'autres villes ont également. Il y a toujours ce conflit qui existe et qui est normal entre le rôle d'une capitale politique qui veut marquer son territoire et le rôle des communes qui, eux, ont la responsabilité d'aménager ce territoire-là. Alors, il va falloir trouver, à un moment donné, un modus vivendi. Et il y a plusieurs communes, bien au-delà des 7-8 communes qu'on définissait dans la zone métropolitaine traditionnelle. Et tout ce qui se fait dans une commune a des impacts sur le voisin. Il faut absolument en arriver à créer une table où seront discutés, gérés, organisés les enjeux qu'on appelle des enjeux métropolitains, parce qu'ils débordent la vie d'une commune. Transport, assainissement des eaux, approvisionnement en eau potable, gestion des déchets, sécurité, etc. Ce sont des enjeux qui ne peuvent pas se régler simplement à l'intérieur d'une commune. Il faut en débattre à l'échelle métropolitaine. Tout à l'heure, nous allons évoquer de manière plus séquencée, peut-être dans le cadre des infrastructures, dans l'espace urbain, toute cette thématique-là en rapport à la gestion des déchets, en rapport au transport. Quand on regarde Port-au-Prince à la tombée de la nuit, on comprend le poids de tous ces enjeux et aussi l'enjeu de pollution, parce que quand on est bloqué dans les bouchons de circulation, ça a son lot en termes de pollution. Mais si vous permettez, avec vous, Paul Martellois, on va regarder un petit peu l'économie et dresser un constat. 90% des contributeurs du fisc viennent de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, de l'Ouest en général, mais avec une grande concentration dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le CI du 12 janvier s'est produit et on a vu à quel point tout était centralisé. Maintenant, vous proposez un regard économique, regardez la problématique avec un regard économique pour essayer de comprendre quoi? Que l'on peut décentraliser en essayant d'éparpiller ou de relocaliser les instruments de production. C'est quoi la réflexion? Il y a plusieurs aspects. D'abord, on peut dire que l'économie n'a pas cru de façon suffisante au cours des dernières décennies. Et en fait, si on parle des dernières décennies, on peut remonter à 1971. Il y a un rapport récent de la Banque mondiale qui dit qu'en moyenne, depuis 1971, le PIB par habitant, c'est-à-dire la production par habitant en Haïti, a diminué de 0,7 % par année. Alors, le PIB par habitant, ça veut dire la production par nombre de personnes. De richesse. Il y a eu de la croissance de la production, mais moins que la croissance de la population. Mais si on étend ça 0,7 % par année sur 42 ans, ça veut dire que la production par habitant a diminué de 28 % depuis 1971. Alors, c'est donc un phénomène de longue période. Il faut inverser cela. Il faut inverser cela, c'est bien clair. Maintenant, comment générer de la croissance? Bon, je n'entrerai pas dans les débats des économistes à ce point de vue-là, mais c'est certain qu'il faut un État qui est sérieux et qui intervient de façon bien éclairée et continue. Et pour que l'État puisse intervenir de façon sérieuse et continue, il faut qu'il ait des ressources. Les ressources de l'État, essentiellement, ça vient de la taxation. Et ce qu'on constate actuellement, c'est que 90 % de l'emploi en Haïti est informel. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne paient pas d'impôt sur le revenu. Alors, l'État a peu de ressources, on le sait, mais il faut agir et formaliser la production, formaliser l'emploi. À Port-au-Prince même, c'est 77 % de l'emploi se trouve dans le secteur informel. Maintenant, est-ce qu'il y a une économie dont les fondements méritent d'être changés?
une économie ici Oui. dont les fondements méritent d'être changés. Oh, c'est beaucoup là. Les fondements, ce serait le type d'organisation, les institutions, les réglementations. Il y a certaines réglementations, par exemple, qui pourraient être améliorées et ça coûterait peu. On m'a dit que, par exemple, pour qu'une entreprise puisse devenir une société anonyme, c'est très coûteux et c'est très long, suffisamment pour décourager des personnes. Et les entreprises, elles vont exister, mais elles vont exister dans l'informel. Elles paieront peu d'impôts et les employés ne seront pas tous déclarés, et ainsi de suite. L'éducation, ici, n'est pas un bien public pour tous. On a un taux d'analphabétisme assez élevé. Il y a eu, au cours des dernières décennies, des efforts réalisés. Nous avons eu un État, pendant tout le 19e siècle et même au 20e siècle, qui s'est reposé sur deux institutions principalement, sur l'armée pour réprimer, sur les douanes pour taxer. Et ce n'est pas un État qui a développé une stratégie consistant à développer l'économie. Un temps, c'était des exportations et une taxation très élevée sur les structures de production, notamment de café, de cacao, du sisal, etc. Et maintenant, c'est une économie d'importation avec une balance commerciale totalement déficitaire. Quand on dit qu'il faut changer les fondements, est-ce que la réflexion doit aller aussi à ce niveau pour comprendre que ceux qui viennent de la ville, ce sont des gens dont les conditions matérielles d'existence sont totalement précaires en milieu rural? Oui, changer les fondements en ce sens-là, c'est bien certain que maintenant, on importe beaucoup plus qu'on exporte. Il faut renverser cela. Mais pour exporter, il faut produire de façon concurrentielle. Il faut que les entreprises soient en situation d'augmenter leur productivité, d'être présentes sur les marchés. Et là, on parle, par exemple, d'une mécanisation de l'agriculture, si on va jusque-là. Mais mécaniser l'agriculture, ça veut dire avoir des grandes terres avec des tracteurs, des équipements et moins de main-d'œuvre. Donc, on va contribuer encore en mécanisant l'agriculture à faire venir l'immigration rurale vers la ville. Et c'est ce qui s'est passé dans les autres pays. L'autre élément qu'il faut savoir aussi, c'est que l'économie d'Haïti dépend beaucoup des transferts de la diaspora. Plus de 2 milliards. Plus de 2,2 milliards de dollars, beaucoup d'argent. Et la diaspora haïtienne, elle existe, mais il y a des nouvelles générations qui sont en train de monter et qui n'ont plus le rapport que les premières générations avaient avec le pays. Et donc, on s'attend à qu'il y ait éventuellement une diminution de ce côté-là des transferts. Et, les transferts, c'est environ un tiers du PIB. Un quart du PIB. Et ça compense le déficit de la balance commerciale, effectivement. Pas de transfert. C'est une solution temporaire. Maintenant, il faut voir l'urbanisation de sa globalité et c'est très intéressant d'avoir cette réflexion multidisciplinaire sur la thématique. Maintenant, on a compris que c'est une population qui est entrée sur une longue période depuis 1971, pour te citer professeur Mantelois, qui est entrée dans une phase de paupérisation avec une saignée importante en termes de production de richesse par habitant. C'est un pays exposé à des chocs, des catastrophes naturelles. Pendant ces dernières décennies, nous avons connu des cyclones ravageurs, un tremblement de terre et tout récemment, en octobre, on a été frappé par l'ouragan Matthew. Plus d'1 million de personnes sont dans une situation de sécurité alimentaire et il y a déjà un exode des zones rurales vers les zones urbaines de Jérémie et peut-être en dernier lieu sur Port-au-Prince. Donc, pour confirmer que dans les prochaines années, on aura sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince 5 millions d'habitants. Quand on a cette équation, paupérisation, précarité, quelle solution? Il y a une chose qu'il faut dire. Haïti a une grande richesse, c'est sa population. C'est en dépit de tout. En dépit de tout. Et une population jeune. Près de la moitié de la population n'a pas 20 ans. Et ça, c'est une promesse d'avenir. C'est toute une génération qui va changer bientôt, qui va prendre le contrôle des institutions, qui va arriver à des postes de direction avec une nouvelle pensée, une nouvelle approche, une nouvelle façon de voir des choses pour réussir à sortir le pays de sa situation. Haïti est le seul pays au monde à ne pas avoir beaucoup de ressources naturelles, mais quand on peut miser sur sa population, c'est une main-d'œuvre
qui peut être scolarisé, qui dans certains cas l'est déjà aussi, beaucoup plus que qu'elle l'était à l'époque, qui peut transformer le pays. Ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui vont transformer Haïti. Maintenant, sur l'existant, précarité, paupérisation, c'est l'équation qu'on a établie. Il y a des gens qui disent, par rapport à l'existant, quelle solution? Raser ou améliorer l'existant pour améliorer les conditions de vie des populations? Non, raser, c'est une utopie. Une utopie. On l'entend souvent. Moi, je l'ai entendu souvent. Ouais. Il faut déguerpir les gens. Ouais. C'est une plaie. Non, il faut améliorer. Comment? Moi, j'ai toujours dit... Est-ce qu'il y a des solutions techniques pour Oui, d'abord, j'ai toujours dit que les bidonvilles, les quartiers précaires ne sont pas un problème. Ils sont une réponse à un besoin, à un logement. C'est ça, fondamentalement. Une réponse imparfaite, mais une réponse. À partir de là, est-ce qu'on peut améliorer les situations? Et ce qu'on constate, avec les ONG, comme avec l'Union européenne, il y a beaucoup d'expériences qui ont été réalisées avec succès. On pense à la zone de Martissan, on pense à Bayargeau, même à Delma 32, 16-6, même Cité-l'Éternel. Cité-l'Éternel qui est considéré comme probablement un des pires quartiers précaires en termes de précarité, a réussi à améliorer sa situation avec le bétonnage des corridors. Donc, on diminue des taux de mortalité infantile, on diminue des taux de morbidité, installer des latrines, etc. Et ça contribue à une amélioration. La situation générale au niveau de la santé, des taux de mortalité, de l'espérance de vie, s'améliore. Malgré cette paupérisation-là, ça s'améliore. Ce n'est pas l'idéal, nous sommes dans l'existant et les solutions possibles pour améliorer les conditions de vie. Mais en parallèle, vous avez utilisé ce qualificatif qui est, à mon avis, à propos, ce n'est pas idéal. Mais améliorer l'existant, est-ce qu'il doit intervenir parallèlement à une réflexion sur la gouvernance qu'il faut renforcer, sur l'aménagement du territoire qu'on doit prendre au sérieux par rapport aux autres villes que nous aurons à développer à l'avenir, Paul Martel? Oui, il y a la gouvernance à plusieurs niveaux. Il y a la gouvernance au niveau du quartier qui fait intervenir les associations. La tentative, en tout cas, la nécessité finalement de coordination entre les communes. Et il y a la gouvernance au niveau de l'État et les relations entre tous ces niveaux-là. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, c'est clair. Et c'est pour ça qu'il faut créer des tables où les gens se parlent, puis finissent par négocier des enjeux et des interventions. Transport et assainissement. Oui. Gros enjeux. Quand on regarde la zone métropolitaine de Port-au-Prince, à chaque coin de rue, il y a des tas d'immondices et on voit comment il est difficile aux heures de pointe de circuler dans la zone métropolitaine. Assainissement. Une chose qui me surprend toujours, à chaque fois que je viens ici, parfois la ville a été nettoyée, on ne voit pas d'amoncellement d'ordures. À d'autres fois, il y en a beaucoup. Alors, on voit qu'il n'y a pas, je dirais, une politique ou un suivi à ce point de vue. Une constance. Une durabilité. C'est ça. Alors, et puis la question de savoir comment disposer des ordures, mais c'est une autre question. Oui, c'est ce qu'on appelle les risques anthropiques, les risques créés par l'humain lui-même. Déjà, il y a des risques qui sont naturels. Bon, les séismes, on ne peut pas faire grand-chose comme ça, mais si on construit de façon fragile, on accentue le risque. Les risques anthropiques, si on n'a pas un bon drainage, on a un assainissement des eaux, une bonne gestion des déchets, on accentue les risques de contamination bactérienne. Maintenant, le citoyen fiscalement responsable dans tout ça, est-ce qu'il est la clé de quelque chose? Moi, en tout cas, d'ordinaire, on ne rencontre pas des citoyens fiscalement heureux. Responsable, pas heureux, mais responsable. Responsable, c'est ça. En fait, c'est une question d'incitation. Il n'y a personne qui va aller donner de l'argent au fisc parce que c'est pour le bien commun. Il faut que les gens soient incités à contribuer. Alors, il faut qu'ils soient convaincus que ça va être utilisé à bon escient. Ça, c'est une première des choses. Il y a des images à changer à ce point de vue-là. Ouais, recréer la relation de confiance entre l'État et ses citoyens. Les gens sont prêts à contribuer dans la mesure où ils reçoivent les services en échange. Sans la fiscalité, on peut beau rêver, on peut avoir
les plus beaux plans, projets. mais les- Puis, On n'a pas de ressources. On n'a et pas de puis, ressources, voilà. On dépend du bon vouloir des organismes étrangers ou des gouvernements étrangers. Vous avez tout dit. Maintenant, il y a différentes taxes, notamment la taxe sur l'habitation, la taxe sur la propriété bâtie. La base taxable de beaucoup de municipalités, elle est rabougrie, elle est très maigre. En partant de ce constat-là, comment arriver à l'efficience de la gouvernance, à la fois au niveau local et à la fois au niveau central? C'est qu'il y a un gros problème de perception là, de la taxe. Parce que même dans les quartiers précaires, ça a une grande valeur, tout ce qui est là. Il y a d'abord la valeur des terrains, puis le construit qui est là, il a une valeur. Et Donc là, il y a Fernando de Soto qui avait proposé la valorisation des actifs informels. Donc, exactement. Voilà. Oh, oui, exactement. Fernando de Soto. De Soto, c'est péruvien ou Péruvien. Péruvien. C'est un péruvien et nous avons eu beaucoup de plaisir de l'avoir. On aurait peut-être pu en débattre encore de longues minutes, mais on m'a fait signe que le temps accordé à l'émission touche à sa fin. Donc, dans le cadre du programme de recherche dans le champ de l'urbain, et vous, le professeur Paul Martellois et professeur Jean Goulet est ici. Il y a vos pairs haïtiens qui participent aussi à ces travaux. Donc, c'est la métropole de Port-au-Prince, perspective d'évolution et de développement à moyen et long terme. Et je remercie Thomas Lalim qui est là et qui a permis cette émission. Merci Thomas. En passant, ma dernière question, est-ce que vous avez un délai pour remettre ce travail et aussi quels sont vos espoirs? Parce qu'ici, on a souvent réuni de gros experts, de gros cervelles, tant que nous, de gros académiques, et très souvent les productions restent dans des tiroirs. Mais comme le disait Jean tout à l'heure, en particulier depuis le séisme de janvier 2010, il y a des masses d'études et d'analyses. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les résultats de nos travaux soient diffusés. C'est pour ça que nous vous remercions de nous accueillir. Et puis, le document final, c'est pour septembre, octobre de cette année. Et puis, on espère qu'il connaîtra une diffusion aussi. Ouais. Je rajouterais que notre grand espoir, c'est de contribuer, dans la mesure de nos compétences et de celles de nos collègues haïtiens, de contribuer à une amélioration de la situation et surtout de contribuer à une solution haïtienne développée par des Haïtiens au service des Haïtiens. Bon, peut-être qu'on peut prendre rendez-vous pour octobre ou décembre si nous sommes vivants. Ouais. On va parler de ça. J'aurai beaucoup de plaisir à regarder vos propositions sur ces différentes thématiques, gouvernance, infrastructure, métropolisation, etc. Nous aurons un atelier en août-septembre et qui sera ouvert au public. Et nous allons vous inviter. Soyez-en certains. Venir avec plaisir. Merci un peu parce que nous devons là. Mais si vous m'avez recevoir dans l'autre occasion. Oui, j'espère bien. Nous comprenons bien. Oui. Merci beaucoup. C'est là nous mettons beaucoup dans des cas. Merci encore une fois Thomas Lalim. L'émission ça a été possible grâce à un gros bout d'équipe, Natacha Tsilunette, etc. Bon rendez-vous dans l'autre occasion.